j'ai vu le prix d'une chambre pour enfants, je suis tombé sur le cul, excuse-moi du peu. Vas-y. J'en revenais pas du tarif à 4 000 francs pour 3 meubles. J'ai dit, mais c'est pas possible, comment on peut payer 3 bouts de bois MDF à ce prix-là avec 2 vis? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'MB Podcast. J'ai le plaisir d'accueillir Brice Lanchas, cofondateur de Blue Lounge. Brice, bienvenue chez nous. Merci. Comment vas-tu? Très bien, une excellente journée, un peu pluvieux ce matin en partant. Pluvieux ce matin, en effet. Ça va, t'as trouvé une place de parc sur Lausanne? Je suis arrivé directement, le GPS m'a guidé directement. Magnifique. La première, je me suis posé, fini, terminé. Magnifique. Super. Aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours, de tes débuts. Tu as cofondé une société qui s'appelle Blue Lounge, qui deviendra un site e-commerce dans le mobilier électroménager. Mais avant de parler de tout ça, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Alors, d'où je viens, je parcours un peu atypique. Donc, moi, je suis français. Okay. Je suis né en Alsace, Ouais. principalement sur la ville de Colmar. J'ai grandi sur la région strasbourgeoise avec mes parents, restaurateurs. Donc, toujours passé à gauche, à droite. J'ai fait mes études dans le Jura et en partie sur la région parisienne. Ouais. Et puis, arrivé un moment de ma vie où, à la fin de mes études, mon ancienne compagne devait continuer à bosser. Et puis, moi, j'avais 2 ans d'attente, entre guillemets. Donc, Ok. pour ce faire, j'avais déjà mon père qui était en Suisse, m'a dit, mais écoute, viens passer un été en Suisse. Juste pour voir. Tu te mets un peu d'argent de côté pour l'été. Et puis, à la rentrée, tu pourras te payer un appart et puis payer peut-être la suite de tes études. Je suis jamais reparti. Ok. Donc, tu es venu travailler avec ton père en Suisse, c'est ça? Je suis venu travailler chez moi, enfin, avec mon père 8 ans. J'ai fait office de sommelier l'été dans un bar, histoire de tenir. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé un boulot. De ce boulot, j'ai trouvé un fixe. Et puis, j'ai évolué très, très vite. Ok. Puisque en 6 mois, je suis passé de simple vendeur dans une enseigne d'électronique, de divertissement, à responsable des achats avec la gestion des équipes. Ah, c'est incroyable ça. Donc, après, j'ai fait 3 ans comme acheteur, team leader. La conjoncture du e-commerce avait commencé à ce moment-là. Là, on est dans quelle année du coup? 2015 de mémoire. Ok, 2015. Je suis pas un très bon éléphant. J'ai plutôt une mémoire de poisson rouge. Non, à peu près sur 2015 où j'ai commencé donc chez ce distributeur-là. Ok. 3 ans. Après 3 ans, la conjoncture économique a été très compliquée puisque j'avais des enveloppes d'achat qui étaient de plus en plus petites. Ok. Et je devais rapporter de plus en plus d'argent. Donc en fait, tu devais trouver des produits niches. Tu n'avais pas trop le droit de te tromper en fait. Alors, je ne devais pas que trouver les produits de niche. Okay. J'avais un catalogue de produits qu'il fallait que je maintienne, que j'ai la visibilité des marques qui soit faite selon le contrat qu'on avait passé et puis que la boutique puisse tourner. Ouais. Mais au fur et à mesure, l'enveloppe était de plus en plus petite et puis les rendus devaient être de plus en plus grands. Ok. J'ai pu réussir à te suivre. Donc, après 3 ans, j'ai dit stop. Ok. Bon, je me suis arrêté là. Juste après, j'ai eu une petite période de chômage. Bon, voilà, ça a duré 6 mois. Ça arrive à tout le monde. Ouais. C'est un petit peu plus compliqué, mais on a réussi à se refaire. J'ai une autre société, mais qui, elle, était spécialisée dans les matériaux de construction. Ok. Eux cherchaient un manager donc, pour remonter une équipe et faire en sorte de remettre les process. Donc, j'ai dit oui, ça correspondait tout à fait un petit peu à mes connaissances et puis ce que je savais faire. Ouais. Donc, j'ai pris cette équipe-là, je l'ai remontée en 2 ans. Donc, Okay. je me suis spécialisé dans la logistique, l'importation, l'exportation, livraison, client, enfin, tout ce qui va avec. Au bout de 5 ans, j'avais plus de possibilité d'évolution. Okay. 30 ans, bon. Ouais. C'est bien joli, mais je pense que rester derrière un bureau et faire toujours le même job qu'on maîtrise... C'était quelle année, du coup? Là, on arrive sur 2021, à peu près. Ouais. En donc, grande ligne. Juste période Covid. Juste période Covid. En parallèle de ça, c'est là que Blue Lounge a pris naissance. Ok. Mais tout en maintenant le boulot principal. Ouais. Donc, on a créé c'est vraiment un side business, du coup. On a fait ça vraiment sur nos heures perdues le soir. Enfin, voilà. Les heures perdues. C'est le sommeil. Les heures de c'est sommeil. ça, on est d'accord. C'est sur les heures de sommeil, il faut le dire. C'est la réalité. Donc, on a monté petit à petit. Après, moi, ces 5 ans chez ce distributeur de matériaux de construction, j'ai voulu continuer. Donc, j'ai voulu changer de boulot. Okay. Tout en maintenant Blue Lounge, je suis rentré dans le centre logistique pour lequel je travaille actuellement, auquel je vais terminer fin du mois. Ouais. Donc, ça fait 3 ans maintenant que je travaille pour un des leaders mondiaux de luxe. Dans l'industrie du luxe. Donc, c'est un excellent apprentissage, c'est un rythme... effréné.
Si c'est le mot. Je pense que c'est pas tant en rythme, c'est juste les montants et les Ouais, débits qui ok, vont je avec. Mais voilà, mais après, il y a un client qui est exigeant derrière, il y a des montants Bien qui sûr. fait que. Mais une excellente école, un apprentissage formidable. Pour moi, ça a été top. Ouais. Et puis, bah, en même temps, ça me permettait de développer moi, ma société. Ouais. Donc, Blue Lounge a grandi petit à petit. On discutera de l'origine. Hein. Et puis, bah, on est passé depuis 2020 hein, jusqu'à maintenant. Bon, on était 3 associés avec simplement une idée. Ok. Rien dans les mains, aucune connaissance. Ouais. On avait juste les compétences d'achat, de gestion avec nos fournisseurs et de transport. Ok. Et puis, à partir de là, on a créé Blue Lounge. Ok, De nos incroyable. mains, on a appris, on a fait les scripts, on a fait nos... Enfin, voilà, vraiment créé de rien. Aujourd'hui, le site, tu l'as vu tout à l'heure, hein, on en a vite fait parler. Il est ce qu'il est, il n'est pas parfait. De loin pas, on a encore un milliard d'améliorations à apporter. Notre catalogue, entre ce qui est visible et ce qu'on a à disposition, je pense qu'il y a 25% qui est visible Oh, seulement. wow. Ok. On bosse avec, je pense, à peu près 300 000 références en arrière. Donc, 300 000. voilà. On n'a Ok. aucun stock, on ne gère pas du tout nos stocks. C'est que l'intermédiaire. C'est pas tant que l'intermédiaire, c'est que dans le modèle du business, on s'est vraiment fixé de bosser avec le producteur. Ok. Et au maximum, le premier intermédiaire. Parce que certains producteurs exigent de passer par telle ou telle plateforme pour vendre. Ouais. Donc voilà, là, on n'a pas le choix, on s'y fait. Ok. Mais au-delà, on ne veut pas. On ne veut pas prendre deuxième ou troisième intermédiaire. On ne fait pas d'import de Chine. Donc ça reste que des produits qui sont européens. Ok. On maîtrise le produit en lui-même, que ce soit sa qualité, sa production. Puis l'origine du business model, c'est que nous, on s'occupe d'aller le chercher chez le producteur. Ouais. On s'occupe du transport, de la logistique jusqu'au dernier kilomètre, du service pour le client, l'installation, le service après-vente. Voilà. On fait vraiment tout en global. Si on revient à ta formation, tu as fait tes études en France. Alors, j'ai fait mes études en France. Et si on revient à ma formation d'origine, je suis, mais alors, aux antipodes de là où je devrais être. J'ai commencé ma formation, moi, dans le biomédical. Ok. Donc, j'étais Tu faisais de l'acheteur-vendeur de machines quand même Non, ou pas que du dalle tout. Ok. Que dalle. L'origine de ma formation, donc, c'est dans le biomédical. J'ai commencé mes études dans tout ce qui était laborantin, d'analyse biomédicale pour le développement. Ouais. Donc, j'étais destiné à vivre comme un rat de labo dans un truc. En France, c'est Sanofi et toutes ces grosses boîtes, quoi. C'est à peu près ça. Sauf que après ce premier diplôme, je me suis spécialisé dans un laboratoire, mais plus médical. Hein. Je me suis dans un laboratoire alimentaire. Donc, je suis passé en agroalimentaire avec une spécialité en innovation et laboratoire d'innovation. Ok. À la fin de ces 2 ans de BTS... Donc là, c'est des boîtes style Danone ou des grosses boîtes C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Ok. Là, j'ai bossé pour une grosse boîte. Donc, j'ai bossé pour Sonoble, qui est un des producteurs de produits laitiers et de desserts lactés. J'ai aussi bossé pour une autre société. Bon, si les gens parcourent mon CV, ils le trouveront, mais je vais éviter de le nommer parce qu'il y avait des gros contrats avec des boîtes américaines. Ouais, ça marche, pas de souci. Qui, eux, s'occupaient du développement de différentes marques. Donc, j'ai bossé pour ces labos-là. Donc, j'ai pu voir des recettes secrètes que beaucoup jalouseraient. Magnifique. Je les dirai pas. Vous pourrez m'envoyer 1 milliard d'emails. Je les donnerai Ça marche. pas. De toute façon, elles sont peut-être plus actualisées avec le temps. L'agroalimentaire, à la fin des 2 ans de BTS d'agroalimentaire, je me suis découvert, entre guillemets, une passion, je vais dire. Je ne sais pas si c'est une passion ou si c'est naturel. C'était la gestion humaine. Ok. Donc, je me suis spécialisé après sur une licence professionnelle en management industriel pour les industries. Donc, en lien avec ce que tu faisais déjà, en lien pour avec gérer les gens, en fait. Pour gérer les gens, pour gérer l'implantation, la modification, le suivi, l'amélioration continue, vraiment de tout ce qui est côté industrie, production, je comprends, que ce soit vraiment du début du développement des produits, des recettes, avec l'implantation du site, l'amélioration, la gestion du personnel, le général qui va avec, quoi. Ouais, je vois. Donc, voilà. Et puis, arrivé en Suisse avec de beaux diplômes, tout fraîchement, avec un petit peu d'expérience, j'ai jamais réussi à percer en agroalimentaire, malgré le géant qui vit sur le territoire. À Vevey, par exemple. Je donne un exemple comme ça, sans nommer n'importe quel. Et ça n'a jamais pris. Ok. Donc, mais il y a des boîtes vraiment... Je discutais avec une personne là qui était acheteur aussi en France, mais dans l'alimentaire marin. Et il disait en Suisse, il n'y a vraiment pas forcément de
le débouché. Mais je sais pas si c'est le marché qui est comme ça. Je connais pas du tout le marché, Je moi. sais pas si c'est débouché ou pas. Je vois juste, je vais comparer le niveau cursus scolaire Mhm. entre ce que moi je me suis spécialisé en France et ce qui existe en Suisse. Ouais. Ma filière n'existe pas en fait. Ah, ouais, ok. Là où je me suis spécialisé, en fait, c'est deux filières séparées en Suisse. Ok. Et quand j'ai fait une reconnaissance de diplôme, parce que je suis quand même passé par Ouais. là, ils n'ont pas su, entre guillemets, me mettre sur Si une case c'est- précise. Ouais. Ok. Ils m'ont donné un niveau. Ils m'ont dit, voilà, bah, l'équivalent de votre licence professionnelle, c'est un bachelor en management. Je dis, OK, bon, donc ça, c'est déjà acquis. Ouais. Mais le fait que je suis spécialisé en agroalimentaire, dont l'industrie, bah, Mhm. pour eux, il y a une partie industrielle qui est plutôt sur les laboratoires et la gestion. Et de l'autre, il y a tout ce qui est la partie agronome. Ok, ouais. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Donc, j'ai Du coup, jamais. t'étais vraiment entre deux, quoi. J'étais vraiment entre Ouais, je deux. vois. Mais, donc, ça, c'est le diplôme. Ok. Pour moi, au niveau expérience, bah, arrivé en Suisse, je suis arrivé dans le commerce. Ouais. Comme le cheveu sur la soupe, plouf. J'ai eu une opportunité bah, de travailler pour un distributeur que beaucoup de monde connaissent, mais je nommerai pas, comme vendeur à l'heure en période de Noël. Ok. Donc, je suis débarqué C'était là-dedans. un peu un intérim au début, quoi. Ah oui, c'était vraiment payé à l'heure. Ouais. C'était pour bah, soulager un peu les équipes et faire en sorte que. Mais Mhm. j'ai tout de suite pris goût avec le client. Ok, C'est ça marche. le contact humain, comprendre ce que le client voulait, comment, pourquoi, et répondre à son besoin, Mhm. et puis faire en sorte que bah, il trouve le produit qui lui corresponde. Ouais. Bah, en 6 mois, bah, comme je te dis, bah, je suis passé de vendeur à l'heure à responsable des achats et puis gestion des équipes Ok. sur le site à Matran. Donc ça allait très très vite. Ouais. Les résultats aussi, ils allaient en conséquence. Donc ça, Mhm. c'était super. Pour moi, ça, c'était une très très bonne découverte. La conjoncture a fait ce qu'il a fait. Et puis, je pense qu'un de leurs critères était d'ouvrir eux leur webshop. Ok. Donc, c'était les débuts de leur webshop à ce moment-là. Il y avait énormément de difficultés. Et je dirais que ce qui m'a marqué, la petite anecdote, c'était d'avoir tous les jours, mais tous les jours, les gens qui arrivaient en boutique, qui prenaient les renseignements. Ouais, j'aimerais tel ou tel produit. Puis tu passes Mhm. une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure avec eux, mais tu prends plaisir à pouvoir Ouais. les renseigner. Puis à la fin, ils te font ouais, tu sais, ciao. Puis ils vont commander online. Ok, ouais. Tu fais. Tu poses la question, pourquoi? Mhm. Qu'est-ce qui a fait que... Ouais, mais c'est moins cher. Oui, mais il y a 3 francs de moins. Et la différence, c'est que vous êtes venu en boutique, vous avez eu un service personnalisé, Mhm. vous avez le personnel qui est là, qui est présent. Enfin, Ouais. ouais, mais on... T'as senti ce changement de Ah, j'ai consommation? senti la mentalité, ouais. La mentalité? La mentalité de changement vis-à-vis des clients, pour moi, elle était très importante. J'arrive à comprendre que les gens achètent le prix, ça c'est sûr. Bien sûr, Ça, ouais. c'était le cœur du métier aussi. Mais le client lui-même, pour moi, a changé. À partir du moment où il a compris qu'il y avait ce système de e-commerce où tu peux acheter le même produit avec une logistique qui était des fois même plus rapide et pour moins cher. Ouais. Mais au détriment de l'humain où tu avais le conseiller qui était là, qui était Mhm. spécialisé et qui prenait le temps pour. Ouais. Et Je comprends. là où ouais, je dirais que ça m'a un peu touché quand même, c'est que les gens en fait avaient de plus en plus cette mentalité de venaient, prenaient le renseignement, puis partaient. Ok. Puis ça a tué quelque part le business, Ouais. puisque au bout d'un moment, quand tes boutiques en physique font moins de chiffres par rapport à ta boutique en ligne, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu réduis les coûts. Quand tu Tu réduis fermes les les coûts, boutiques, quoi. tu fermes les boutiques ou tu réduis les vendeurs. Ouais. Voilà, aujourd'hui, les boutiques comme on avait, moi j'avais une équipe de 18 vendeurs. Je pense qu'aujourd'hui, toute la boutique, là où elle Fait existe, 18 personnes. elle fait même pas 10. Ah, waouh, ok. Alors avant, oui, c'est pour ça, avant on avait des gens qui étaient spécialisés par domaine. Mhm. Donc moi j'avais des spécialistes de jeux vidéo, des spécialistes de la télécom, des Ouais. spécialistes de l'accessoire, de l'informatique. Au jour d'aujourd'hui, tu rentres dans cette boutique-là, tu vas avoir un vendeur qui va être généraliste. Alors Ouais. s'il s'intéresse à ces produits, il va avoir peut-être plus de connaissances. Mhm. Mais s'il s'intéresse pas, il va te lire ce qui est sur le carton, puis il va te dire Y a pas de plus-value, en fait. Enfin, beaucoup moins, quoi. beaucoup moins. Les stocks aussi, Ouais. ça joue. Aujourd'hui, les gens ils vont en boutique pour avoir le stock qu'on avait avant. Ouah. S'ils ont peut-être, je sais pas, une trentaine de références de PC de présenter pour le client, avant j'en avais 120. Ouais, c'est vrai. Donc ça change aussi. On avait la disponibilité du produit qui était tout de suite, le client le renseignait, on trouvait le produit qui lui correspondait, on lui donnait et puis il partait tout de suite avec. Mhm. Aujourd'hui, tu as peut-être 3 PC qui est en façade, qui est en présentation, Ouais. et le reste, écoutez, je vous le commande et je vous le livre à la maison. Donc Ouais, on c'est est devenu d'accord. l'inverse. Avant, c'était la boutique qui générait le trafic au niveau du client. Mhm. Aujourd'hui, c'est le e-commerce qui génère ça et puis ils viennent en boutique pour servir du service. Ouais. Donc soit des postes de récupération, soit pour faire commander et le faire livrer à la maison.
Ok. Donc, je pense qu'en une dizaine d'années, j'ai vu ce switch qui est vraiment passé et je trouve dommage par rapport au métier. Ok. Ouais, c'est terrible. Ouais. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais tu as d'autres opportunités, du coup. Après, derrière, tu as d'autres opportunités. Ouais. Donc, pour revenir à Blue Lounge, l'idée du e-commerce, pour moi, ça m'a traversé l'esprit. Donc, c'est par rapport justement à cette expérience-là que tu... Même pas. Ok. Je me suis servi de cette expérience-là comme base de connaissances. Ouais. Mais l'origine de Blue Lounge, c'est encore plus con. C'est que, comme beaucoup, je suis devenu papa à un moment. Ok. Et puis, pour la naissance de mon premier enfant, je suis allé dans une boutique de puériculture. Et puis, j'ai fait une liste de naissance, enfin, comme tout le monde. Et comme tout, pour moi, tout est trop cher. La vie en général, tout est trop cher, on paye tout trop cher, mais ça, c'est une philosophie personnelle. Mhm. Et quand j'ai vu le prix d'une chambre pour enfants, je suis tombé sur le cul, excuse-moi du peu. Vas-y. J'en revenais pas du tarif à 4000 francs pour 3 meubles. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on peut payer 3 bouts de bois MDF à ce prix-là, avec 2 vis? Je fais même chez Ikea, on ne paiera pas ce prix-là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'ai toujours fait avec mes anciens comme acheteur, de remonter les filiales, faire du sourcing, et puis j'y suis allé au culot. Mais alors, avec juste mon courage et 2 mains, et puis j'ai fait toc-toc aux différents fabricants français, de tout ce qui était de mobilier puériculture, et puis je leur ai posé la question à la con. Est-ce que je peux vendre vos produits et sous quelles conditions? Okay. Alors 2 sur 3 m'ont regardé très gentiment et puis m'ont remercié, aujourd'hui encore. Okay. Par contre, un m'a laissé l'opportunité et m'a dit, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre? J'ai dit, moi, monter un site de e-commerce, on aurait les compétences, on y arriverait. On fait une vitrine, pas de stock, pas de retour. Ce qui est vendu, c'est produit. On s'occupe de la logistique et on livre aux clients, on fait le service. Ils ont dit OK. Ok. Donc là, c'était fournisseur en France. C'est le premier deal. Le premier fournisseur, le premier deal, le tout premier. Donc, et là, on est en 2020, du coup. Et là, on est en fin 19. Donc, juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Okay. On n'a pas réussi à choper le coche du Covid. On s'est loupé parce qu'on n'a pas réussi à lancer correctement. On n'était pas du tout prêt. On n'avait pas les compétences. On aurait bien voulu parce que ça, je pense qu'on aurait pu gagner. On aurait pu bien s'en sortir, mais non, on s'est loupé à quelques mois. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Et à partir de là, j'ai reçu le premier listing de prix et je suis tombé des nues entre le prix d'achat et le prix de vente. Et j'ai fait, mais c'est pas possible. Donc, tu dis les marges distributeurs? Je pense qu'on était à x10. Sur un produit qui me choquera toujours, et je pense que c'est la première chambre que j'ai achetée pour ma fille, on était de l'ordre du x10. Alors, il n'y a pas les frais de dédouanement, il n'y a pas les transports, mais entre l'achat et la vente, on est au x10. Et ça je suis juste tombé des nues. Okay. J'ai dit, mais ça, j'arrive pas à comprendre. Moi, par ma mentalité déjà de base, où pour moi tout est trop cher, plus le fait que par habitude d'être acheteur, j'ai dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Parce que là, c'est pour nous, en principe, on veut faire ça, mais pourquoi on ne va pas le diffuser un peu plus? L'objectif, ce n'était pas de démonter le marché, de le casser, et puis de montrer mais de faire en sorte d'avoir un prix qui soit un petit peu plus concurrentiel, avec un service tout en un. Okay. Voilà, le client, il achète chez nous, le prix, il était affiché, c'était le prix livré. Oui, je comprends. Ouais. Et les tout premiers clients, ils nous avaient appelé, ils me disaient, mais votre prix, il est juste? Je dis, oui, notre prix, il est juste. On est une boîte, on est enregistré au registre du commerce, on fait tout le nécessaire, parce que c'est vrai que les premières fois, les gens, ils s'interrogeaient. Ouais. Parce qu'on était vraiment moins cher sur certains produits que la distribution classique. Ouais, c'est sûr. La première vente s'est faite, la cliente était super contente, première recommandation, puis de fil en aiguille, c'est parti. Part comme ça, quoi. C'est très gentiment. Okay. Mais c'est vrai que de montrer aux gens, leur expliquer qu'il y a des filières. Alors bien sûr, on a tous besoin de vivre. Hein. Quand tu crées une boîte, c'est pas pour ne pas gagner d'argent, on est bien d'accord. Hein. Mais on n'était pas là non plus pour démonter le marché, mais on n'est pas là non plus pour faire en sorte que ce soit le client qui paye tout. Ouais. J'ai pas la... Le client absorbe pas tous les coûts. Alors, c'est pas que le client, pour moi, il absorbe une certaine partie des coûts. Bien sûr, si tu achètes en e-commerce, pour moi, tu participes au transport, tu participes à la logistique et tout ce qui va avec. Mais je trouve pas correct ni convenable que ce soit le client qui doive payer 80% des frais et que toute la marge, tu te la mets dans la poche. Je préfère, entre guillemets, moi, vendre du volume, vendre en grande quantité, avoir un service client qui soit
quasi irréprochable, hein, parce qu'on Ouais. aura toujours des défauts, mais que la satisfaction client elle soit forte. Ouais. Moi, mon client, Mais là, pour par moi, exemple, s'il clique chez la moi, il listing de achète. prix que tu as reçu, c'est des prix conseillés et recommandés par le fournisseur? Ou bien Alors, après, toi, tu peux appliquer les prix que tu veux? en fonction des producteurs, on a différents accords. Ok. Il y en a certains qui me disent ton prix d'achat, c'est ça. Le reste, je veux pas savoir. Peut-être tel ou tel produit, tu touches pas parce que voilà, c'est vendu encore à. Il y a des deals à gauche Il à y a droite. des deals et à du gauche coup, à droite et tu massacres pas le marché. Mhm. Je dis OK. Il y a d'autres fournisseurs, ton prix catalogue c'est ça, ton prix de vente c'est ça. Je veux pas savoir. Ok. OK, donc tu suis les accords par rapport à ce que tu passes Ouais. avec ton fournisseur. Mais il y a d'autres fournisseurs où là, je veux pas dire que c'est open bar, hein, mais c'est beaucoup plus soft. Hein, Ok. où voilà, tu as ton prix d'achat, tu vends. Ouais. Point barre. Alors là, tu peux beaucoup plus négocier et puis avoir des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus intéressantes. Ok. Là-dessus, tu peux faire des lots, tu peux faire des promos et puis on avance par rapport à ça. Donc ça, c'est plus intéressant. Donc là, on est en 2020. Vous avez créé du coup cette boutique e-commerce. On est 2020-2021. Ah, on a créé la première. Première boutique. C'était Blue Lounge. Exact. Et Qui, avec le recul, on se rend compte que ça allait pas. que ça allait pas du tout. On est d'accord. Et du coup, comment vous arrivez... Là, vous aviez combien de premières références avec ce fournisseur? Je dirais maximum 2000. Ok. Au grand maximum. Par contre, tu avais des déclinaisons de couleurs. Donc, au niveau produit, peut-être 300 produits au grand Ok. max. Hein. Donc, il y avait du mobilier autant pour l'enfant, les adolescents, les adultes, les aménagements bureaux, et puis un petit peu de buanderie. Voilà, ça, c'était le tout premier. Donc, c'était Ok. vraiment pur mobilier. Ouais. Et après, il y a d'autres fournisseurs qui sont ajoutés. On a continué à faire du sourcing. Donc le sourcing continue. Comment fonctionne un sourcing? Alors, moi, j'ai fait du e-commerce, mais avec l'Asie, par exemple, où il y a principaux fournisseurs que tu trouves sur Alibaba, puis après, tu as des agents, tu passes par d'autres choses. Ici, on est sur un business model, c'est ça, on multiplié par 1000. Comment, toi, tu fais, du coup? Alors, le sourcing, je le passe différemment. Donc, la règle numéro 1 qu'on s'est fixée, on va pas du tout chercher de produits asiatiques. Ok. On est vraiment que des producteurs européens. On va chercher des manufactures, voire même de l'artisan. Ok. Donc, on a aujourd'hui, maintenant, des artisans qui sont à peu près sur toute l'Europe. Il y a des pays de l'Est, il y en a en Espagne, en Portugal, en France. Mais on va, de fil en aiguille, soit passer par un distributeur qu'on connaît, qui a peut-être une connaissance. Donc, on va visiter, on va voir, est-ce que l'usine convient pas. Donc, on fait comme ça au fur et à mesure. Donc, pour ça, tout ce qui est mobilier, maintenant, on est un petit peu... Je ne vais pas dire qu'on est blindé, mais on a assez de références qu'on maîtrise pour pouvoir les proposer aux clients. Ouais. Bien sûr, on continue à faire du sourcing, si besoin, mais avec des produits qui nous sont moins connus. On veut vraiment, nous, pouvoir proposer nos produits et les connaître aux clients. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qu'on fait. Et là où je suis vraiment fier, c'est tout ce qui est les produits pour les cuisines, tout ce qui est les salles de bain. Donc, on a des produits de qualité qui sont très, très concurrentiels. Voilà. Mais le sourcing, il passe aussi par un des éléments qu'on est capable de faire au niveau de Blue Lounge. Et puis ça, je pourrais raconter une petite anecdote, c'est assez sympa. De fil en aiguille, à force de parler avec la famille, les amis, les proches et compagnie, tu as des gens qui sont venus nous voir et qui me font « Mais sur ton site, je trouve pas ce produit-là. Moi, je l'ai vu, ça, en France, chez un bidule, machin. J'aimerais le retrouver et que tu puisses me le livrer. » Pas de problème, on y va. Donc, on a en effet un client qui était une connaissance de la famille qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai vu ce fauteuil en France et il m'a juste montré une photo. Il m'a dit c'était un fauteuil, c'était fait main en cuir, bidule. Je connais pas la marque, je sais pas où c'est produit, je sais pas comment. Je dis ok, je prends le défi et j'y vais. Et puis on fait recherche, où est-ce qu'il était, pourquoi, qu'est-ce qui a été affiché, prendre les renseignements. Donc au final, on est tombé sur le producteur. On a pris contact avec ce producteur, on s'est présenté, qu'est-ce qu'on faisait, présenté la société, on a trouvé un accord. Donc, pareil, on a de nouveau sourcé un producteur. Donc là, c'est des matériaux haut de gamme, qui est spécialisé dans le cuir et puis le bois noble. Et puis, on a trouvé la référence du client. Donc, j'ai demandé de pouvoir avoir toutes les références. Je pense que ce jour-là, le monsieur qui était à l'autre bout du fil, il était sur son siège. Je comprends pas. D'habitude, on m'appelle pour 2-3 références. Je dis, mais... Je t'explique le principe du e-commerce parce que lui ne connaissait pas du tout. Lui, c'est un artisan. Il me dit, mais moi, c'est la première fois qu'on me demande toutes mes références. Je dis, mais pour moi, c'est une vitrine. J'ai rien à y perdre. Et bien au contraire, plus je vais afficher vos produits et plus elles auront de visibilité. Puis, très content. Ça s'est vite fait. On a pu trouver les 2 fauteuils au client et on lui a livré.
Donc on s'est occupé de l'importation, le transport, et puis on lui a posé dans son salon, Magnifique. à l'endroit, pile poil où il voulait. Il y a une grosse barrière à l'entrée dans ton business, parce que j'ai envie de dire, tout le monde est capable de sourcer, mais la logistique, c'est un métier. Il faut avoir les connaissances. Ouais. Ça, c'est vrai que par mes différents métiers en Suisse, j'ai pu apprendre. Et, Parce que là, par exemple, le sourcing, c'est facile. Tu peux passer maintenant sur, je vais le nommer, du Ouais, Zentrada ou des choses exactement, comme ouais. ça, et tu trouves des produits asiatiques très, très faciles Ouais, d'accès à des totalement, prix ouais. très bas. Ça, j'ai aucun doute. Tout le monde peut le faire. Nous, c'était vraiment la volonté de faire le sourcing de produits qualitatifs et connus. Donc, on ne veut pas vendre n'importe quoi. Ok. On veut vraiment pouvoir garantir au client Une que qualité. le produit, il est conforme tel qu'on lui a donné. Si on lui dit que c'est un bois noble, c'est pas du contreplaqué avec un MDF. Ouais. C'est vraiment le bois qui est traité et on allait voir, on sait qui fait, comment, pourquoi. C'est toute une histoire. Ok, ouais, je vois. On n'est pas dans le principe du e-commerce de vendre pour vendre. Ouais. Nous, la politique, si demain la société doit fermer parce que elle doit fermer par manque de moyens, elle ferme. On aura gagné 5-6 ans d'expérience et on sera très heureux pour ça. Parce qu'on a pu proposer le service. Nous, c'est vraiment ce côté-là qui nous importe, de pouvoir proposer ces produits et que les gens vivent une expérience. Ouais. Parce que là, par exemple, je sais pas, ils commandent 2 fauteuils en France. On connaît il va le commander chez la Suisse. Il va le commander chez moi. Exact. Donc, il commande chez Blue Lounge. Donc, il paye à Blue Lounge. Vous allez chercher le fauteuil chez le fournisseur. Ouais. Et vous le ramenez en Suisse. Vous occupez du dédouanement, taxes, etc. Si le fauteuil est en France. Si le fauteuil est en France. Parce qu'il y a des choses où les fauteuils sont produits ailleurs en Europe. Ok. La société peut être en France pour la revente, mais elle peut être basée en Pologne, en Italie et compagnie. Donc nous, on s'occupe. Ok. Pour le client, ça va être clé en main. Pour le client, Oui, lui, il reçoit son. il vient son chez fauteuil. nous, il achète son produit chez nous, clé en main, livraison en main. Nous, derrière, on va aller s'occuper d'aller chercher le produit en fonction d'où il est, sur l'ensemble de l'Europe et même un peu plus loin des fois. Parce que des fois, ça arrive que ça donne Indonésie. Ouais. Donc ça, on a déjà fait aussi. Donc les transports par avion et tout ce qui va avec, c'est un enfer. Un vrai enfer de pouvoir passer l'OFAC et tout ce qui va avec. Mais voilà, on s'occupe d'aller chercher le produit, s'occuper de tous les transports, de la logistique, des douanements, jusqu'au dernier kilomètre avec les livraisons aux clients. Pour certains produits, on va faire jusqu'à la livraison dans le salon, donc à l'étage, qui est une particularité. Ça se fait un petit peu, mais c'est souvent des options. Oui. Par contre, pour nous, quand on vend du mobilier à ces tarifs-là, le service, pour nous, il est de base compris. Donc, on va livrer nos produits à l'étage. Ok. Incroyable. Donc, ça, c'est les petites choses que ce client-là, après, pour continuer des anecdotes, continue de temps en temps à me dire j'ai vu ça, est-ce que tu peux me le trouver? Je le trouve pas en Suisse. Ok. Continue, et puis on fait. Puis c'est de fil en aiguille, donc tu as ce côté-là qui nous permet de faire du sourcing selon des spécificités ou des demandes particulières. Tu y vas pour chercher un produit, au final, tu récupères un listing peut-être de 300, 400 références, mais le produit qualitatif, tu fais ça, ainsi de suite. Tu cherches les manufactures, tu vas continuer les artisans, puis tu sources. Ouais, je comprends. Ouais. Donc ce sourcing-là, nous, on travaille dans ce sens-là. Et puis, du coup, au niveau de la logistique, vous envoyez un camion, vous avez un camion, un transporteur attitré, vous travaillez avec plusieurs... Travaille avec ce qu'on peut. On a plusieurs réseaux, on n'a pas de route particulière. Alors oui, ici, avec nos gros distributeurs, on a les transports réguliers, mais c'est souvent compris dans les contrats. Donc au niveau des incoterms, on va traiter en DDP la plupart du temps. On essaye. Sinon, on fait du DAP de façon à pouvoir avoir le minimum. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu, tu arrives à expliquer la différence? Ça va être des conditions au niveau de la facturation. Le DDP va principalement être... on va le vulgariser, c'est que tu t'occupes de rien. Ouais. Ça part de l'usine jusqu'à chez toi et puis t'as juste à payer. T'as payé, fini, terminé. Le DAP, c'est le transport qui est compris, mais tu dois payer une participation au niveau des douanes. Enfin, il y a 12 incoterms, donc il y a 12 niveaux d'échelle qui permettent de savoir entre toi et ton distributeur qui paye quel frais de transport. Plus ce système d'incoterms est bien, je vais dire, réglé et puis... comment expliquer correctement? Si tu vas pouvoir le négocier, parce que ça se négocie, ça dépend de tes chiffres d'affaires, ça va dépendre de pas mal de choses, mais si tu le négocies correctement, si tu le traites au niveau du contrat, de base, peut-être que tu paieras un peu plus cher ton produit, mais tu n'auras pas tous les ennuis derrière logistiques qui font que. Donc des fois, tu as meilleur temps de payer... Il majore sur le prix du produit à la vente, et derrière... Tu as certains qui vont mettre plus 10% par rapport au prix catalogue.
mais c'est 10% de sécurité. Donc, tu as meilleur temps d'acheter peut-être 10% plus cher que le catalogue global. C'est une forme d'assurance, en fait. C'est une forme d'assurance, Ouais. mais au moins, tu te prends pas la tête. Ouais. Que le camion il soit rempli à 5% ou qu'il soit rempli à 100%, c'est le même tarif. Il le fait quand même. Donc Ok. ça fait partie des conditions où c'est pour ça que le traitement avec les fournisseurs, donc la négociation des contrats, est importante. Ouais. Donc avant que nous, on lance une marque sur Meuble Shop ou avec Blue Lounge, avec qui on travaille, on a, je pense, des mois de négociation convenables pour obtenir une base au niveau contractuel avec de façon à ce que tel produit, les quantités, puisque quand on va parler de MOC pour certains, donc les quantités minimales de commandes, certains fournisseurs disent ouais, chez moi c'est 10 000 pièces. Tu fais Oublie. Inconcevable. Ouais. Tu fais ça, c'est pas possible. Je préfère qu'à la rigueur tu me descendes ta MOC, que ton prix d'achat il est plus élevé. On discute sur un incoterm de transport qui est du DDP ou du DAP, ce qui est pour moi les deux plus convenables. Au-delà, ça devient très spécifique, ou alors il faut avoir des débits qui te permettent de pouvoir envoyer toi ton camion complet. Ouais. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir réguler. Mais la base contractuelle, c'est le point le plus important. Ouais. Ça, si c'est bien un conseil que je peux transmettre à n'importe qui veut se lancer dans le commerce, avant de cliquer sur oui, je fais du sourcing. Renseignez-vous correctement de quelles sont les conditions d'achat, de transport, et ça vous évitera des fois par la suite derrière des grosses surprises. Ok. J'en parle parce que une des premières expériences qu'on a fait, c'était avec un distributeur de mobilier professionnel pour tout ce qui était les bureaux. On a pris un sourcing comme ça, on a pris un contrat, et puis on a dit ouais, pas de souci, on va faire un premier essai, on va commander un fauteuil. Alors le prix catalogue, il était vachement bas. On s'est dit c'est super. Puis on s'est dit on met 15% de plus par rapport au prix catalogue pour pouvoir avoir le transport. La grande surprise. Ah ouais. La très, très, très grande surprise. Au final, le coût de transport, dédouanement jusqu'à la livraison du client, donc il y a quand même 2 étapes de transport, nous a coûté 2 fois plus cher que le prix catalogue du produit. Donc le client, quand lui, il a payé, qu'on avait calculé le prix catalogue plus nos 15%, lui, il était très content parce que le prix était tout à fait abordable. Ouais, bien sûr. Par contre, quand nous, on est derrière, on a reçu toutes les factures qui étaient en arrière. C'est pas rentable de long. Watch. Donc, on a assez vite freiné cette filière-là, qui, par rapport à ces problèmes contractuels, qui a fait que on n'était pas du tout dans nos termes. Et puis, au final, quand on a regardé à combien on devait vendre les produits, on aurait pu les afficher, mais il n'y avait pas d'intérêt. Ouais. Okay. Parce que derrière, le client, il voyait le prix. En fait, j'ai envie de dire, le prix de base du produit, c'est une toute partie de l'échelle de prix et du prix final. Je dirais qu'il va représenter 50%. Faut pas minimiser non plus, mais faut pas non plus négliger ce qu'il y a derrière. Ouais. La logistique, le transport, le dédouanement est quand même une part importante. Les produits, quand ils sont fabriqués en Suisse, tu te poses pas trop de soucis parce que les distributeurs, ils sont régulés. Si c'est des grosses importations, des très grosses marques, tu te prends pas la tête non plus parce que tu sais que tu as ton distributeur qui lui s'occupe. Par contre, quand tu prends des produits qui sont en dehors de ces canaux de distribution-là, il faut vraiment faire attention parce que c'est extrêmement important et ça va extrêmement vite. Puisqu'après, tu as des dédouanements en fonction des catégories. Si c'est du mobilier, tel bois, telle essence, tu as des niveaux de détail. Et puis, la taxation, c'est pas la même. Okay. Après, bien sûr, en fonction du comment c'est facturé, ça dépend de la proforma. Enfin, il y a énormément de variables qui vont rentrer. Beaucoup savent de quoi on parle. Mais quand tu connais pas l'ensemble de ce domaine-là et que tu te débarques, tu fais waouh, les premières fois, c'est. Okay. Ils te demandent un tas de documents pour pas grand-chose. Et puis, la moindre faute de frappe ou une virgule à la place d'un point, et puis ça passe pas. Ah, ok. Puis ton camion, s'il fait demi-tour à la douane, qui retourne, c'est pour toi les frais. Donc, tu fais quoi? Tu le redistribues après à tes clients ou tu le prends en perte? Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir... Puis en termes de cash flow, parce que je pense que vous travaillez quand même avec des montants qui sont assez conséquents. Pas tant que ça. Ok. Pas tant que ça. C'est quoi, grosso modo, le panier moyen Alors... Le souci, c'est que Blue Lounge, on travaille de deux façons. On a vraiment le B2B et le B2C. Ok. Donc, vous livrez aussi en B2B? Ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est du B2B. C'est le B2B. Ok. Voilà. Vous êtes en fait l'intermédiaire 2 ou 3. Je vais nous mettre en deuxième. Ok. Je vais nous mettre en deuxième. Mais on bosse principalement avec le B2B. Donc, qu'est-ce qui nous fait vivre aujourd'hui? Nous, ça va être des régies immobilières, rénovation de cuisine, importation de tout ce qui est électroménager pour les buanderies communes, l'électroménager pour leurs clients, enfin, rénovation de meubles. Ça nous fait vivre.
Le Blue Lounge et Meuble Shop sont donc des e-commerce, hein, sont plus des petites vitrines. Alors, on a des clients qui sont dessus, ils commandent, mais c'est pas... C'est pas une grosse source de... Le fait qu'on est, je vais pas dire qu'on ait volontairement réduit nos marges, hein, mais qu'on propose à des coûts qui sont abordables, c'est pas là-dessus qu'on va gagner énormément notre vie. Ok. Voilà. C'est un fonds de roulement... C'est un fonds de roulement, et puis pour nous, c'est une exposition. Bien sûr qu'on aimerait pouvoir faire en sorte que Meuble Shop soit beaucoup plus gros et une envergure comme le plus gros géant distributeur. Bien sûr, c'est un doux rêve. Hein. Aujourd'hui, on est conscient qu'on est assez petit, mais on a un catalogue de références qui est quand même important. Ouais. C'est quoi le point qui fait basculer d'un petit site parce qu'aujourd'hui, finalement, vous avez énormément de catalogue, vous avez énormément de produits. Si je prends le gros site e-commerce qui appartient au groupe Migros, je crois, c'est une question de pub, c'est une question de marketing, c'est une question de positionnement. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a la notoriété. Donc aujourd'hui, je pense que tu prononces le nom de ce gros distributeur à n'importe qui dans la rue, ou même tu regardes le postier, qu'est-ce qu'il a dans les mains. Je pense qu'un colis sur 5, ça vient de là-bas. On ne va pas se leurrer. Maintenant, c'est sûr que derrière, tu as du référencement SEO, donc ça aussi, donc c'est pas du référencement naturel. Tu as des budgets de communication, tu as le marketing sur les différents canaux médiatiques. Tu as tout ça qui font que tu as toute la structure logistique qui va aussi avec, que je n'ai pas. Puisque je ne suis pas automatisé. Hein. Nous, nos traitements sont manuels. Hein. Donc, ça se passe encore quelque part dans mon garage où je reçois, je pense, tous les jours quelques palettes. Je fais la distribution, je me prépare et puis après, on renvoie directement au client. Donc, c'est ça, cette logistique-là. Maintenant, est-ce qu'on aurait la volonté de se dire qu'on va aller manger des parts de marché à ce géant-là? Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Bien sûr, objectif à très long terme, on aimerait pouvoir être assez gros pour manger 1 ou 2% de la part de marché sans être trop gourmand et puis pouvoir en vivre correctement que par ça. Ça, bien sûr, qu'on ne va pas se cacher, on va continuer à travailler dans ce sens-là, mais on n'est pas acharné à aller là-dessus. On préfère y aller plus lentement et puis garantir, nous, notre service qualité et puis que derrière, tout roule. Donc, petit à petit, on y va. Et puis, tu m'as dit que vous étiez 3 à la base. Ah, la petite histoire. Alors oui, en effet, à la toute construction, nous étions 3. On avait un pacte associé à 3 personnes avec une définition des rôles où chacun devait s'occuper soit de la partie commerciale, soit de la logistique. Comment t'es réparti un peu les rôles? Moi, je devais m'occuper principalement de tout ce qui était question vente, administrative, back-office, facturation et négociation des contrats. Mon second, lui, il devait s'occuper un peu de tout ce qui est script informatique du site, le référencement naturel, enfin tout ce qui était pur IT. Et le troisième, lui, devait s'occuper de la communication média. C'était lui, donc, le troisième. Exactement. Donc, la communication média, c'est pas du tout mon fort. Comme on a pu vite fait échanger, pour moi, je suis pas du tout dedans. Les réseaux sociaux, je suis inscrit parce que voilà, mais les gens qui vont fouiller vont vite se rendre compte que je suis pas le plus actif et certainement pas de la meilleure façon qui soit. C'est un monde un petit peu inconnu. Moi, je fais encore partie de ceux où je préfère aller à la rencontre des personnes, avoir ces échanges de main dans la main, et souvent les accords qui fonctionnent beaucoup mieux de cette manière-là que juste un email qui est, je vais pas dire anonyme, mais qui est pas loin, où c'est pas personnel, c'est des trucs qui sont souvent faits en boucle ou puis qui est pré-mâché. J'ai pas cette vision-là du commerce, moi. J'ai encore la vision humaine, vivante, où je préfère avoir les interactions. Ouais, bien sûr. Donc, il y arrivait un moment où on était au tout début, on savait qu'on était tout petit, on voulait quand même avancer. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, je vais pas l'apprendre à n'importe qui. Tu comptes pas tes heures, tu envoies entre guillemets la sauce, et puis tes heures de sommeil, elles en pâtissent. Indirectement, ta vie familiale, faut dire ce qui est, elle en pâtit un petit peu quand même. Et puis au bout d'un moment, quand ça prend pas, ça prend pas. Donc on a réussi poliment à faire en sorte qu'on finisse qu'à 2 parce que ça allait plus. Ça prenait pas. Donc la mayonnaise n'a pas pris. Et ça, c'était des connaissances amies. Enfin, c'était le cercle semi-professionnel. Ok. Donc c'était entre guillemets encore en relation par rapport un peu en professionnel, mais en même temps derrière on avait des relations amicales entre deux. Donc ça joue entre les deux. Donc ça
ça met quand même une petite frontière au bout d'un moment. Quand tu te sépares un petit peu de cette liaison semi-amicale ou amicale, selon le point de vue, tu mets une petite barrière et puis tu crées des distances. Et puis aujourd'hui, oui, je le croise dans la rue, je le salue, on va discuter 5 minutes. Mais je suis même pas sûr qu'on ira boire un café. Voilà. Ouais. Là-dessus, j'en reste pas déçu ni fâché, c'est une expérience. Ah, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie des différents éléments. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, vous êtes plus que 2, du coup. On n'est que 2 pour tout faire. Mais du coup, il n'y a plus de partie marketing, c'est ça? Et alors, depuis cette séparation-là, non, il n'y a plus vraiment de marketing. Les réseaux sociaux et compagnie, c'est vrai que des 2 associés, c'est pas notre fort. Okay. Alors, pas du tout. Je vais pas dire qu'on est 2 vieux de la vieille, mais je pense qu'on rentre un petit peu dans l'image qui va avec, où nous, on est vraiment sur le côté terrain et puis avec le client, enfin, en face à face. Okay. Donc, on essaye tant bien que mal. Donc, oui, on a un compte Instagram, on a un compte Facebook, on essaie d'automatiser avec l'IA qu'on a, mais ça prend pas forcément. Par contre, là où on est assez fiers, c'est que jusqu'à présent, pour le référencement du site, on est 100% naturel. Ouais. Alors, on n'est pas sur les premières pages, oui, c'est sûr qu'on n'a pas les budgets à 6 chiffres que certains mettent par mois. C'est vrai. Mais on est, je pense que si on cherche, on doit être sur la 4e ou 5e page. Alors, on est conscient que pour un client qui va chercher comme ça, jamais il nous verra. Si les gens arrivent chez nous, c'est le bouche à oreille, la connaissance, ou ils arrivent directement sur le site. Ouais. Mais le référencement naturel, oui, ça a été un peu notre cheval de bataille. Et c'est là-dessus où on se bat un petit peu tous les jours. Le SEO, pour ceux qui le connaissent, c'est une adaptation. Je pense que même journalière, le terme n'est pas bon. Oui, c'est comme un bébé qu'il faut s'occuper tous les jours. Ouais, je pense que d'heure en heure, il faut presque l'adapter et faire en sorte qu'il évolue. Ça dépend, mais au vu du nombre de produits que vous avez, je pense qu'en un an, on n'est même pas capable de traiter l'ensemble de votre site SEO. Non, ça c'est clair. Pour ça qu'on essaye avec l'incorporation de l'IA. Donc on a une forme d'IA qui s'occupe du site, où elle va chercher chez nos distributeurs et nos producteurs la liste, et elle s'occupe d'implanter, de gérer et d'essayer au maximum d'aligner les tarifs par rapport à l'évolution du marché. Alors, on n'est peut-être pas aussi perfectionné que certains géants qui utilisent l'automatisation à 100%, mais en tout cas, elle est là, et puis on essaie de faire en sorte que ça fonctionne au maximum. Okay. Si je reviens à l'entrepreneuriat à 2, ou à 3, mais maintenant c'est à 2. Alors, à 2, partie compliquée, puisque je l'ai fait avec Arben, qui est mon associé. Ça faisait déjà presque 10 ans avec qui je bossais. Okay. Donc, c'est quelqu'un que je connais très, très bien. Je sais comment il fonctionne. Donc, ça c'est un point de facilité. Ouais. Mais faire l'entrepreneuriat à 2 avec une personne qu'on connaît qu'à moitié, ou qu'on pense connaître, parce que on va pas se leurrer, dans la vie, tu connais jamais quelqu'un à 100%. Ça, c'est l'expérience de vie qui m'aura appris. C'est très compliqué. Tu as 2 visions, 2 points de vue différents. Des fois, c'est 2 divergences assez opposées. Il faut réussir à faire en sorte que la société, ou en tout cas le projet, il aille dans le même sens. Ouais. Et c'est pas tous les jours facile. Il y a des fois, c'est des compromis à faire, de quelle décision on fait, comment on fait tel investissement, est-ce qu'on saigne un petit peu, est-ce qu'on participe. Enfin, c'est des milliards de questions qui se font que si le lien avec la personne il n'est pas solide, tout le reste, ça ne prendra jamais. Okay. Là, c'est vraiment l'entrepreneuriat avec 2 personnes. Je ne dirais pas qu'on est 100% alignés, mais en majeure partie, on est alignés. On a un peu la même vision, la même optique. On sait où on veut aller. Et on est vraiment dans le sens où on veut développer la société. Ouais. Même si nous, financièrement, on n'y gagne pas. Okay. On préfère que tout l'argent qui rentre permettre d'être réinvesti. Et réinvesti, c'est ce qui est fait depuis 6 ans. Okay. Puisque Blue Lounge, on va être très franc, que ce soit moi ou mon associé, en 6 ans, on ne s'est jamais versé de salaire. Okay. On a tout ce qui a été vente, on a tout réinjecté pour l'amélioration du site, les achats d'add-on, faire un tout petit peu de publicité, payer des pages un petit peu sur Google, des essais, enfin, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, nous, on ne s'est jamais vraiment versé de salaire, puisque le salaire annoncé, c'est vraiment 0. Ouais. On a pu profiter, bien sûr, des prix d'achat. On essaye de pouvoir, pas ces petites choses-là, ça, c'est sûr, c'est vachement pratique. Mais au niveau salarial, pour l'instant, c'est pas Blue Lounge qui nous fait vivre. Ok. Et
Est-ce que vous êtes fixé un objectif que Blue Lounge vous fasse vivre d'ici X années? On ne s'est pas vraiment fixé. On l'a. Il est en haut de la liste. Si on peut l'atteindre, on l'atteindra. On se donnera les moyens nécessaires pour. Par contre, on n'est pas focalisé là-dessus. Ouais. On est vraiment, nous, sur le focus de pouvoir proposer les produits aux clients et de proposer le service. Ok. Et on espère, en tout cas, on produit dans ce sens-là mais on espère que de fil en aiguille, on arrive à atteindre le doux objectif ou le doux rêve de dire aujourd'hui, on peut en vivre. Ouais. Ouvrir un bureau qui soit que pour ça, avec un petit dépôt et qui ne fasse vraiment que ça. Aujourd'hui, ce n'est pas encore techniquement possible. Quoique, avec ce qui est arrivé la semaine dernière, je vais me poser pas mal de questions puisqu'on a rentré un très gros client avec des débits qui sont beaucoup plus importants. Donc, nous, on va passer fournisseur d'un très grand distributeur suisse. Magnifique, félicitations. Donc, les chiffres d'affaires, si cela se produit, vont, je ne vais pas dire décupler, mais pas loin. Ok, wow. Là, on a fait un essai la semaine dernière où le petit essai de chez eux représentait presque 25% de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Sur une commande. Sur un essai. Okay. Donc, ça, c'est un peu l'aboutissement. Pour nous, c'est une grande réussite. Alors oui, c'est une charge de travail. On en est conscient. Mais quand j'ai vu ça, j'ai exulté. J'étais là. Et puis, pour nous, c'est une récompense quelque part. Ouais, bien sûr. Puis même si demain, entre guillemets, l'expérience devait s'arrêter, formidable. Ouais. Moi, je resterais... T'as pu vivre ça, quoi. C'est l'histoire de vivre, mais c'est surtout c'est me dire qu'une simple idée avec rien, aujourd'hui, on est arrivé à ça, c'est fou, sans avoir mis depuis 4 ans un seul centime de ma poche. Ok. Vous êtes 100% autofinancé. Les 2 premières années, on a sorti un petit peu de nos poches pour payer les premiers serveurs, les premiers investissements et tout ça. Mais là, ça fait 4 ans. On ne sort pas un seul centime de nos poches. Alors, par contre, du temps, on en donne. Oui, ça, c'est pas un souci. Mais on est autofinancé là-dessus. Sans être... tu peux nous donner une fourchette large, mais quand tu dis que tu as financé des petites choses au début, c'est quoi après le capital que tu as mis de départ? Ou global avec ton associé? Alors, en pur cash, je pense 20-25K. Ok. Mais par personne ou... Tout. Tout compris. Tout. Alors, ça s'est pas fait en un bloc. Bien sûr, on est d'accord. Ouais. Mais entre la création d'entreprise, l'achat de modules, le serveur, le truc, c'est... Voilà, c'est un peu méchant, mais c'est 500, 100, 200, 300 000. Ça va très, très vite. La deuxième année, on a peut-être dû mettre 10 000, mais là, chacun. Ouais. Et puis après, on a commencé à avoir nos propres ventes. Le B2B est rentré. Ouais. Et puis là, à partir du moment où on a rentré le B2B, et là, on a pu avoir un petit peu de cash. Là, vous avez pu quand même vous rembourser de ce que vous avez mis? Non. Tout est encore dans la boîte? Non, on n'a pas de remboursement. Alors, on a pu profiter des prix d'achat. Donc, quelque part, oui, non. C'est compensé, entre guillemets. On compense un petit peu, on se fait un peu plaisir. Mais pas de remboursement. Puis, on n'a pas l'optique de se dire on va rembourser. Puis là, vous êtes en SNC, réseau individuel? On est en SNC. Ouais. Donc, pour l'instant, réseau individuel. Je me renseigne gentiment pour passer sur une SARL. Ouais. Parce que là, avec les chiffres d'affaires qui devraient exploser, je crois des doigts. Ouais, j'espère bien parce que ça serait vraiment l'aboutissement de l'ensemble du travail. Ça serait super cool pour nous. Mais la SARL est nécessaire. Bon. On n'aura plus le choix. Et puis même maintenant, avec certains débits au niveau des douanements, c'est plus compliqué avec certaines douanes quand on parle qu'on est une ERI qu'avec une SARL, avec un siège social qui est posé. Voilà. Après, ça joue aussi au niveau des tarifs. Enfin, il y a énormément de choses qui impliquent. Mais c'est sûr que là, avec la progression qu'on est en train de faire, ce client, si ça fonctionne, on transforme la SARL, c'est clair qu'on aura fait un grand pas en avant. Bien sûr, ouais. On va devoir se développer encore plus rapidement parce qu'on va devoir s'adapter, le rythme qui va être beaucoup plus important. J'ai espoir de me dire que si ça fonctionne, dans une année, on puisse être posé dans nos propres locaux et peut-être avoir de l'employé parce qu'on aura certainement besoin d'un logisticien ou même du back-office pur pour pouvoir faire le suivi. Donc ça, c'est clair que... Si on prend là, on est le mercredi 15 juillet. Tu m'as dit que tu terminais fin du mois. Exactement, ouais. Tu vas te consacrer pleinement à Blue Lounge? Tu as un autre projet? Non, j'ai rien. Là, je suis en train de faire une espèce de coup de poker. Okay. Je fais un gros tapis
On va parler aussi un peu d'expérience personnelle, puisque l'entrepreneuriat, c'est sympa. Ouais. Ça a eu un gros coup en général. Je viens de me séparer, donc Ok. c'est assez fraîchement. Je fais un tout en un là. Je fais Ouais. un gros mélange, mais Ok. j'ai espoir que ça fonctionne pour la société, puisque la séparation, je quitte mon job, Ouais. j'arrive sur l'entrepreneuriat, j'ai un gros client qui rentre. Quelque part, je reste aussi conscient que c'est un risque, hein, parce que si ce client-là il rentre, ça va être 90% des revenus de la société. Donc du jour au lendemain, s'il a décidé que c'était fini, on a tout le monde qui s'écroule. Donc c'est un gros coup de poker. Mais j'y vais, et puis quelque part, j'ai cette petite intuition qui me dit, fonce, Ça peut fonctionner. ça peut fonctionner. Et puis, au pire des cas, Ok. on n'aura rien perdu, Ouais. puisqu'on n'a rien mis en gage. J'ai pas d'effet personnel par rapport à ça. Ouais, bien sûr. On perd l'investissement du temps, et puis une belle expérience. Ouais, c'est clair. Ça, c'est... Si c'est on ce que en je prend, verrais on est le 15 juillet, dans un an, tu vas où la société? J'ai espoir que dans un an, comme je te disais, c'est qu'on ait notre propre bureau bureaux. avec un petit local qui nous Pas permet Streetbox ou un de... truc comme ça? Genre comme ça, on Ok. n'a pas besoin non plus de 5000 mètres carrés, on n'est pas encore à ce niveau-là, bien sûr. mais je pense qu'un petit box avec 2 bureaux et puis une petite salle de conférence et puis travailler pour plusieurs clients, avoir une ou plusieurs personnes qui puissent bosser pour nous, Mhm. ça je pense que ce serait la plus grosse réussite que je puisse m'octroyer, de dire que grâce à mon travail et celui-là de mon associé, Ouais. on puisse avoir quelqu'un qui vit grâce à nous, quoi. Magnifique. Ça, ce serait... Ouais, Ce serait le fierté. top. Là, c'est plus qu'une fierté. C'est gravé à vie. Oui, non, je comprends. C'est des petits éléments qui font que. Totalement. Et puis, si là, on a pris dans un an, imaginons dans 5 ans, Je me... tu te vois à l'international. Alors ou oui, d'abord bien rester en sûr, Suisse. j'aimerais bien sûr que tu as envie de croire à beaucoup, beaucoup plus loin et de dire, ouais, on se met sur Amazon, on commence à vendre et compagnie. Lui, on a un compte Amazon pour Meuble Shop. Mhm. C'est un enfer pour vendre des marques qui ne t'appartiennent pas. Oui. Surtout quand tu es en Suisse, avec les frais de dédouanement dans les deux sens. Enfin, voilà. C'est sûr que dans 5 ans, me dire faire de l'international, ce serait super. Ouais. Mais je vais pas me mettre sur les étoiles, je vais pas partir très loin. Je suis plutôt quelqu'un qui est très terre à terre, j'y vais un peu le jour le jour. C'est aujourd'hui, je suis là, je fais un pas. Une fois que je fais le pas, je regarde ce qu'il y a devant moi, je me mets en sécurité, puis je fais le second, et ainsi de suite. Mhm. Et j'essaie vraiment d'être dans cette amélioration continue pour faire en sorte de garantir tout le temps. On a produit un service, on veut le garantir tout le temps. Est-ce que là, aujourd'hui, tu peux te dire, la boîte, elle est suffisamment, entre guillemets, mûre et structurée pour scaler? Ou tu dois encore ajuster certaines choses, certains process pour te dire, on pourra jamais prendre 2 gros clients comme tu as eu la semaine passée? Au niveau process, hein, je pourrais rentrer 10 clients comme ça. Ok. Le process, il est clair. Donc ça, c'est c'est vraiment mis bien. en place. Maintenant, c'est toute l'organisation et la logistique derrière où on n'aura jamais les reins assez solides en l'état pour me permettre d'avoir 2 clients ou 3 comme celui-ci. Ouais. Là, aujourd'hui, on fait un essai. C'est un essai qui est risqué, hein, puisqu'on y met quand même pas mal d'éléments. On est à la limite de notre structure. Ok. C'est pour ça que si le client prend, on est obligé d'évoluer. Vous êtes obligé de massivement investir. On est obligé d'investir, on est obligé de pouvoir passer à un état supérieur. On n'est plus juste la petite entreprise que tu peux faire dans le garage ou que tu peux ouvrir et tu mets une petite échoppe. Là, si ce client-là prend, on est obligé de passer sur une vraie structure. Le process, il est en place, mais la structure, elle est manquante. Donc là, il faut passer sur quelque chose de beaucoup plus lourd. L'investissement, je pense qu'il va se faire en centaines de milliers. Oh, wow, ok. C'est entre l'achat de matériaux, les stockages, pour la réglementation, les normes et tout ce qui va avec. Je pense qu'on va frôler la centaine. Ok. Et là, du coup, vous prévoyez d'investir, vous, des centaines de milliers, vous levez, vous allez chercher les banques. Très bonne question. Très bonne question. On est toujours sur le principe de garantie. Donc, on a d'aller faire de la gratte à une banque. Je pense que si on arrive avec un client et les chiffres qui vont avec, les banques elles vont suivre. C'est pas notre mentalité. Ouais. On aimerait pouvoir faire maintenir au maximum ce service, nous, en garantissant toujours la qualité. Donc là, on va fortement suer. On va mettre les mains dans le cambouis et puis on va essuyer la sueur du front. Et puis acheter petit à petit nous-mêmes notre matériel. Maintenant, faire une levée de fonds, oui, mais quelque part, j'aurais pas envie, et ça c'est une crainte personnelle, de faire une levée de fonds, d'y aller comme un gros bourrin, de se lancer et qu'au final ça se plante. Et quelque part, pour moi, de décevoir les gens. Et ça, c'est... Ouais, Tu le vivrais mal. Je le vivrais très mal. Ouais.
j'ai plus pour habitude de pouvoir rendre à des gens que pouvoir les prendre. C'est pas ma façon de faire, donc toujours le même principe, c'est garantir et puis sécuriser. Ouais. Après, une personne qui rentre dans un capital comme ça, il est au courant en théorie des risques qu'il prend. Enfin, la boîte, elle a certes 5 ans, mais là, on passait d'un step... Alors, on passe dans un step qui est beaucoup plus important. On nous a déjà fait des propositions de partenariat. Ouais. Mais bon, moi, lâcher 51% de mon petit bébé... Pas le but, hein. Je peux pas. Ouais, je comprends. T'as créé quelque chose, même si c'est une valeur pécuniaire, hein, comme pour beaucoup de choses. Mais rien que le principe de me dire je lâche 51% de la société, après, tu es plus en droit de décision. Ça, pas. Ouais, tu veux garder le contrôle de la société. Enfin, vous garder... On a la même vision, Arben et moi, c'est qu'on est deux et on veut garder la main sur notre société. On n'est pas contre le fait qu'il y aurait peut-être un gros investissement qui vienne derrière. Par contre, on lâchera pas la majorité. Ouais, mais je comprends. Ouais. Parce qu'on veut pouvoir avoir une décision collégiale, faire en sorte que les décisions, elles sont globales. On peut parler d'un autre géant comme Coca, hein, je me référence par rapport à ça, où eux sont beaucoup plus avancés sur le fait de la participation. Ouais. Donc, je ne vais pas dire qu'on copie, mais quelque part, oui. On est dans le même trend et puis on a cette vision-là. On veut vraiment que ça soit du participatif. Ouais. Et jusqu'à présent, toutes les décisions ont été faites comme ça. Et puis la boîte s'est montée dans ce sens-là. Donc, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on changerait ça. Ouais, ok. Et c'est bien de garder les valeurs qui vous ont fait arriver jusque-là, du coup. C'est fort. Donc ça, c'est la petite histoire pour Blue Lounge. Enfin, je ne sais pas si c'est une petite, mais... je pense que c'est une petite histoire si on voit tout ce qui, j'espère, va arriver pour vous. Franchement, c'est assez rare, honnêtement, hein, d'avoir un site e-commerce avec autant de références qui sort de nulle part. Ah oui, et qu'après, avec 2 personnes, vous arriviez à contacter des distributeurs, à contacter des fournisseurs, à mettre en relation comme une marketplace géante finalement, et que ça se passe sur un ordinateur. Enfin, c'est assez fou, franchement, et félicitations par rapport à ça. Ouais. Je t'enverrai pas de photos de mon bureau parce que faut pas. C'est ignoble. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour croiser les doigts que ça fonctionne et croiser les doigts. Croise les doigts et puis on fonctionne. Maintenant, on va se donner les moyens pour et puis j'espère juste qu'avec ce client, ça se fonctionne, ça soit stable. Et que dans une année, on arrive à faire ce qu'on pensait. Ouais. Après, s'il se passe l'opposé, je ne serais pas déçu. Okay. Non. Bien au contraire, j'aurais gagné 6 ans d'expérience et une expérience très forte, surtout dans un domaine que je maîtrisais qu'au niveau de l'achat, bien sûr. Un petit peu au niveau de la logistique, mais une découverte, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les distributeurs, et puis même des clients, voir autre chose que ce que j'ai pu voir avec les magasins pour qui j'ai travaillé. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Courage pour la suite. Merci. Continue comme ça. J'espère vraiment que vous irez loin. Et j'espère pouvoir vous voir en top page Google un jour. Un jour peut-être. J'espère. En tout cas, je mettrai toutes les informations en description. Donc son LinkedIn, le site internet. Et puis si vous êtes distributeur, ou vous cherchez des meubles particuliers, vous pouvez directement vous adresser à son site internet. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao. Bonne journée.